Le collier qui a révélé un secret vieux de 23 ans. C'est le collier de ma fille. La voix a résonné dans la salle du manoir de Marumbi, interrompant les conversations et faisant tourner toutes les têtes. Isabella Mendes, la milliardaire la plus influente de São Paulo, se tenait au milieu du bal de charité, désignant l'une des serveuses temporaires. Son visage était rouge de colère et d'incrédulité. La jeune fille, en uniforme noir impeccable, s'est figée, un plateau à la main. Dans ses yeux grands ouverts se lisait une pure terreur. « Où avez-vous eu ce collier ?» Isabella s'est avancée, et 2 gardes du corps se sont immédiatement approchés, ne sachant pas s'ils devaient les protéger leur maîtresse ou contenir sa fureur. Tous les invités ont cessé de boire du champagne. Le DJ a baissé le volume de la musique, et des dizaines d'yeux curieux observaient dans la scène qui se déroulait. La serveuse a instinctivement porté la main à son cou, touchant un petit cœur en argent avec un saphir bleu qui pendait à une fine chaîne. Ses joues brûlaient près de honte. Peut-être l'a-t-elle volé sans le savoir, peut-être qu'on va l'arrêter devant tout le monde, a-t-elle pensé. « Je ne l'ai pas volé, madame, je le jure, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Ce collier est à moi. Depuis mon enfance... » Isabella s'est approchée si près qu'elle a pu voir les détails. Le cœur en argent, le saphir bleu ciel au centre et les initiales gravées en une élégante écriture cursive, I et C. Isabella Mendes et Carolina Mendes, sa fille, sa petite Lily, disparue 23 ans plus tôt dans l'incendie qui avait détruit l'aile est du manoir. Son corps n'avait jamais été retrouvé. Seulement des cendres, des débris et la douleur qu'Isabella portait depuis lors. Et ce même collier, ce maudit collier, qu'Isabella avait commandé sur mesure avec un saphir qu'elle avait personnellement rapporté d'Inde, et avec les initiales gravées à la main par un joaillier français. Le seul collier au monde que sa fille portait le jour de sa disparition. Isabella sentit ses jambes se dérober et s'agrippa au bras d'un garde du corps pour ne pas tomber. « Que tout le monde sorte immédiatement », ordonna-t-elle d'une voix rauque. « La fête c'est fini. » Un murmure de surprise parcourut l'assemblée, mais personne n'osa protester. En 15 minutes, la salle était vide. Il ne restait plus qu'Isabella, la jeune fille terrifiée, et 2 gardes du corps discrets près des portes. Isabella prit une profonde inspiration, essayant de reprendre le contrôle d'elle-même, et regarda la jeune femme. Elle devait avoir 25 ou 26 ans. Des cheveux châtains foncés attachés en chignon, la peau mate, des yeux en amande. Belle, effrayée. « Comment vous appelez-vous » demanda Isabella d'une voix plus calme, mais toujours tremblante. « Camilla, madame, Camilla Santas. »« Camilla » répéta Isabella, comme pour goûter le nom. « Réfléchissez bien avant de répondre. Où exactement avez-vous eu ce collier » Camilla prit une profonde inspiration, essayant de rassembler ses pensées, ses doigts serrant fermement le plateau. « Je ne sais pas exactement, madame. J'ai grandi à l'orphelinat Santa Clara à Guarulhos. La directrice, Doña Irene, m'a donné ce collier quand j'avais environ 7 ans. Elle a dit qu'il était sur moi quand on m'a trouvé. » « Trouvé » Isabella fit un pas en avant. « Comment ça, trouvé » Camilla déglutit. Personne ne s'était jamais intéressé à son histoire auparavant. La police m'a trouvé à la gare routière de Guarulhos quand j'avais 3 ou 4 ans. J'étais seule, avec des blessures et des brûlures au bras. Elle remonta sa manche, révélant de vieilles cicatrices. Je ne disais rien, je ne me souvenais de rien, je ne faisais que pleurer. J'ai passé des mois à l'hôpital, puis je suis allée à l'orphelinat. Doña Irene a gardé le collier et me l'a rendu des années plus tard, quand j'étais assez grande pour comprendre qu'il était important. Elle a dit que peut-être un jour, quelqu'un me retrouverait grâce à lui. Isabella porta la main à sa bouche. Guarulhos, des brûlures, 3 ou 4 ans. L'âge qu'avait Carolina lorsqu'elle avait disparu. L'incendie a eu lieu la nuit, murmura Isabella, plus pour elle-même. Nous avons appelé les pompiers, les secours, nous l'avons cherché pendant des jours, mais nous ne l'avons jamais retrouvé. Nous n'avons jamais retrouvé ma fille. Camilla ouvrit de grands yeux. Madame, Isabella la regarda droit dans les yeux et vit ce que son cœur de mère reconnut immédiatement. La forme des yeux, la courbe du menton, la façon dont son sourcil se levait lorsqu'elle était confuse. Carolina, sa Lily. Quel âge avez-vous ? 26 ans, je suppose. Je n'ai pas de certificat de naissance, mon âge a été déterminé en fonction de celui que j'avais quand on m'a trouvé. 26 ans, murmura Isabella. Carolina aurait 26 ans maintenant. Le silence s'installa dans la pièce. Camilla se balançait nerveusement d'un pied sur l'autre, ne comprenant pas ce qui se passait. Isabella était tiraillée entre l'espoir qui explosait dans sa poitrine et la peur d'être à nouveau déçue. « Vous souvenez-vous de quelque chose avant l'orphelinat » demanda Isabella, s'efforçant de garder une voix ferme. Camilla se mordit la lèvre. Elle avait toujours pensé que ses souvenirs n'étaient que des rêves insensés. « Parfois je rêve d'un grand endroit, une immense pièce remplie de peluches.
Il y a toujours la même musique qui joue. Une femme aux cheveux blonds me chante une chanson. Ça sent le jasmin et le gâteau au chocolat. Et puis le feu, beaucoup de feu. Quelqu'un me porte, court. Je crie, puis je me réveille. Chaque mot était un coup de poignard dans le cœur d'Isabella. La chambre de Carolina. La berceuse qu'Isabella lui chantait tous les soirs. Le parfum au jasmin qu'elle utilisait régulièrement. Les cupcakes au chocolat qu'elle faisait tâter tous les vendredis. L'incendie. « Mon Dieu » murmura Isabella, les larmes coulant sur ses joues. « Mon Dieu, c'est toi, tu es ma Carolina. » Camilla recula effrayée. « Madame, je ne comprends pas. » Ce collier, Isabella le désigna d'une voix brisée. « Je l'ai commandé pour ma fille, unique au monde. Elle avait 3 ans lorsque notre maison a pris feu. Nous l'avons cherchée dans tous les hôpitaux, tous les orphelinats, tous les postes de police, mais nous n'avons jamais pensé que tu pouvais être si loin. » Camilla sentit le monde tourner autour d'elle. Toute sa vie, elle avait ressenti un vide, comme s'il lui manquait une partie d'elle-même. Et maintenant, cette femme influente, cette milliardaire, disait « Vous dites que je suis votre fille. » « Oui, » répondit Isabella en sanglotant. « Nous ferons un test ADN, mais je le sais. Je te regarde et je la vois. Je vois ma Lily, je vois ma Carolina. » Camilla toucha le collier, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle se sentait perdue, et pour la première fois de sa vie, elle sentit que, peut-être, elle avait enfin trouvé sa place. 2 semaines plus tard, Camilla vivait dans l'une des chambres d'amis du manoir. Isabella avait insisté. Elle n'allait pas laisser la jeune fille retourner dans son petit appartement exigu en attendant les résultats de l'ADN. Mais vivre avec Isabella était étrange. La femme était très intense. Elle observait chaque geste de Camilla, chaque expression de son visage, comme si elle réapprenait tout. Un matin, Isabella frappa à la porte de la chambre. « Je peux entrer ?» Camilla, qui finissait de s'attacher les cheveux, hocha la tête. Isabella entra, tenant une vieille boîte en bois, s'assit sur le lit à côté de Camilla et l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de photos. Une petite fille aux boucles brunes et au sourire franc, tenant un lapin en peluche. « C'est ma Carolina », dit Isabella en soupirant profondément. Camilla prit une photo. La fillette devait avoir 2 ans. Elle était assise dans un jardin fleuri et riait à l'objectif. Et là, quelque chose s'est déclenché. La sensation de déjà-vu était si forte que Camilla en eut le vertige. « Je connais cet endroit », murmura-t-elle. Isabella se figea. « Ce jardin ? J'y suis déjà allée ?» Isabella se leva d'un bond. « Viens avec moi. » Elle entraîna presque Camilla en bas des escaliers, traversa la maison et sortit par la porte de derrière. Il y avait un jardin, plus vieux de 23 ans, mais essentiellement le même. Des roses rouges, du jasmin, un banc de pierre sous un jaboticaba. Camilla s'arrêta au milieu du jardin, regardant autour d'elle, et les souvenirs affluèrent. Elle, toute petite, courant parmi les fleurs, riant, une femme blonde ouvrant les bras, l'odeur du jasmin, un sentiment de sécurité et d'amour. « Je jouais ici, » dit Camilla d'une voix brisée. « Je me souviens qu'il y avait une maison de poupées là-bas, près de cet arbre. » Isabella se couvrit la bouche de ses mains, car c'est exactement là qu'elle se trouvait. La maison de poupées était toujours là, couverte de lierre, mais reconnaissable. Camilla s'approcha, comme en transe, s'agenouilla, écarta les feuilles et ouvrit la petite porte. À l'intérieur, poussiéreux et délavé, se trouvait encore le mobilier de poupée, et dans un coin un chiffon rose presque invisible. Camilla le prit, secoua la poussière et vit une initiale brodée. C. « C'est à Clarabelle » murmura Camilla. Isabella sentit ses jambes se dérober et s'assit par terre. Clarabelle, c'était le nom de la poupée préférée de Carolina. « Comment le sais-tu » Camilla regarda le chiffon, les larmes coulant sur ses joues. « Parce qu'elle était à moi. Je me souviens maintenant. Je me souviens de Clarabelle. Je dormais avec elle toutes les nuits. » Isabella rampa sur le sol et serra fort Camilla dans ses bras. Et là, au milieu des fleurs et des souvenirs, toutes deux pleurèrent. Cette nuit-là, Isabella emmena Camilla dans l'aile du manoir qui avait été fermé pendant plus de 2 décennies. « Je n'ai jamais pu entrer ici après l'incendie », avoua Isabella, sa main tremblant sur la clé. « Nous l'avons réparée, restaurée, mais j'ai demandé à ce que tout reste en l'état. Je ne sais pas pourquoi. Je suppose que j'ai toujours espéré que tu reviendrais. » La porte s'ouvrit en grinçant. La chambre était exactement telle qu'elle l'avait laissée. Un petit lit avec des draps à étoiles, une étagère pleine de livres pour enfants, une commode avec des autocollants de papillons. Camilla entra lentement. Chaque pas semblait réveiller quelque chose en elle. Elle se dirigea directement vers l'armoire, l'ouvrit et là, suspendue, se trouvait une petite robe bleue à fleurs blanches. « Je la portais », dit Camilla en touchant le tissu. « Pour mon anniversaire, il y avait un gâteau aux fraises. » Isabella éclata en sanglots.
Tu avais 3 ans, c'était ton dernier anniversaire avant l'incendie. » Camilla se tourna vers Isabella, les larmes aux yeux. « Je me souviens de vous, je me souviens de votre visage, de votre voix, vous me chantiez une chanson tous les soirs. »« Dors, ma petite, maman est là, » chanta doucement Isabella d'une voix brisée. « Ferme ses petits yeux, rêve du ciel. »« Demain, le soleil brillera rien que pour toi, » termina Camilla sans même s'en rendre compte. Elles s'étreignirent au milieu de la pièce et 23 ans de douleur et de chagrin se dissipèrent à cet instant. 3 semaines plus tard, une enveloppe arriva. Isabella la tenait à 2 mains, Camilla à ses côtés. Le médecin qui avait personnellement apporté les résultats attendait respectueusement. Isabella ouvrit l'enveloppe, lut et, pour la première fois depuis des décennies, sourit en fermant les yeux. « Compatibilité génétique à 100%, lut-elle à haute voix. Camila Santas est biologiquement Carolina Mendes. » Camilla se couvrit le visage de ses mains et fondit en larmes. Isabella la serra dans ses bras, répétant encore et encore « Ma fille, ma Carolina, tu es revenue, tu es rentrée à la maison. » Mais tout n'était pas si simple. Camilla, ou maintenant Carolina, devait apprendre à vivre dans un nouveau monde, et c'était difficile. Il y avait des jours où elle se sentait comme une usurpatrice, où elle voulait retourner dans son simple appartement, où elle savait qui elle était. Il y avait des nuits où elle se réveillait en panique, sentant qu'elle n'était pas à sa place. Isabella le remarqua et, l'un de ces jours difficiles, s'assit à côté de sa fille sur le canapé. « Tu n'as pas besoin de changer pour t'intégrer ici, » dit Isabella en tenant la main de Carolina. « Tu as déjà ta place, elle a toujours été la tienne. Je ne veux pas que tu sois quelqu'un d'autre. Je veux que tu sois toi-même, la femme que tu es devenue après tout ce que tu as traversé. Parce que c'est cette femme qui a survécu. C'est cette femme qui est revenue à moi. » Carolina regarda sa mère, les larmes aux yeux. « J'ai peur de te décevoir. » « C'est impossible, » sourit Isabella. « Tu es déjà mon miracle. Le simple fait que tu existes, c'est déjà tout. » Avec le temps, Carolina a trouvé sa place. Elle n'a pas voulu quitter son travail et a continué à travailler comme administratrice dans une clinique car elle a aimé travailler et avoir une routine. Mais elle a commencé à utiliser sa nouvelle position pour faire une différence dans le monde. Elle a créé un projet social appelé Réunion, visant à aider les familles à retrouver des parents disparus et des enfants perdus dans le système. Isabella l'a soutenue à chaque étape, a financé toutes ses initiatives, et ensemble, mère et fille ont aidé des dizaines de familles à se réunir. Le collier avec le cœur, leurs initiales et le saphir est devenu le symbole non seulement de leur réunion, mais aussi de toutes les familles qui ont pu se retrouver. 1 an après leur réunion, Isabella a organisé une soirée de gala. Mais cette fois, ce n'était pas un luxe vide de sens, mais une véritable célébration. La soirée visait à collecter des fonds pour le projet Réunion. Au milieu de la nuit, Isabella et Carolina sont montées ensemble sur scène. Carolina portait une robe bleue simple et élégante, et à son cou, le fameux collier brillait sous les projecteurs. « Pendant 23 ans, commença Carolina d'une voix ferme, j'ai vécu sans savoir qui j'étais, sans racines, sans histoire. Mais ce collier, elle toucha le bijou, ne m'a jamais permis d'oublier complètement. C'est comme s'il avait gardé mon identité, attendant le bon moment pour me ramener. » Isabella posa une main émue sur l'épaule de sa fille. « L'amour d'une mère n'a pas de date d'expiration, » dit Isabella. « Il traverse le feu, la distance, le temps. Il attend, il résiste, il trouve un moyen de récupérer ce qui lui appartient. » Le public se leva et applaudit, beaucoup pleurèrent. Puis une musique douce commença à jouer, et Isabella tendit la main à Carolina. « M'accorderez-vous cette danse ?» Carolina sourit et accepta l'invitation. Mère et fille dansèrent au centre de la salle, sur la même berceuse qu'Isabella chantait 23 ans plus tôt. Le collier se balançait doucement entre elles, reflétant la lumière des lustres et brillant comme une promesse tenue. Cette nuit-là, avant de se coucher, Carolina entra dans la chambre qui avait été la sienne dans son enfance et qui était de nouveau la sienne. Isabella apparut souriante à la porte. « Je là et... »« Je peux ? Bien sûr. » Isabella s'assit sur le bord du lit, exactement comme elle le faisait quand Carolina était petite. Elle ajusta les draps et écarta une mèche de cheveux du visage de sa fille. « Merci d'être revenue à moi, » murmura Isabella. « Merci de n'avoir jamais abandonné, » répondit Carolina. « Pour toi, je n'abandonnerai jamais. Plus jamais. » Isabella embrassa sa fille sur le front. Carolina prit la main de sa mère et, pour la première fois en 23 ans, se sentit entière. « Bonne nuit, maman. »« Bonne nuit, ma Lily. » Isabella éteignit la lumière et sortit. Carolina regarda par la fenêtre, où les étoiles brillaient dans le ciel de Sao Paulo. Elle toucha le collier à son cou, ce petit cœur en argent qu'elle avait porté si longtemps sans en comprendre la signification, qui l'avait protégée et l'avait ramenée. Et enfin, après une vie de perte, Carolina ferma les yeux.
sachant exactement qui elle était et où était sa place. Leur nouvelle vie commune ressemblait à une idylle tissée de temps rattrapés. Isabella montrait à Carolina ses dessins d'enfance, elles préparaient ensemble ces mêmes cupcakes au chocolat le vendredi, et chaque nuit, Isabella s'asseyait près de son lit jusqu'à ce qu'elle s'endorme, comme si elle craignait que sa fille ne disparaisse à nouveau. Carolina, de son côté, racontait sa vie à l'orphelinat, ses amis, ses petites joies et ses grandes difficultés. Lentement mais sûrement, elle s'habituait à l'idée qu'elle avait un foyer, une mère, un passé. Mais la nuit, le passé ne revenait pas sous forme de doux souvenirs, mais de cauchemars. Le feu. Encore et encore, elle revoyait en rêve les langues de flammes orangées, sentait la fumée âcre, entendait le crépitement du bois qui brûle et un cri étouffé. Et elle voyait aussi un visage d'homme déformé par la panique qui apparaissait dans la fumée. Ce n'était pas un sauveur. Dans ses yeux, elle voyait de la peur, mais ce n'était pas de la peur pour elle, mais pour lui-même. Et elle se souvenait des mains fortes et rudes qu'il avait en saisi et emportées au loin, tandis qu'elle criait et appelait sa mère. Un après-midi, alors qu'Isabella était en réunion au conseil d'administration, Carolina se décida à faire ce qu'elle voulait faire depuis longtemps. Elle trouva dans le bureau de sa mère la clé des anciennes archives, une pièce où étaient conservés les documents de la famille Mendes. Parmi les rapports financiers et les papiers d'affaires, elle trouva un mince dossier contenant des feuilles jaunies. Incendie au manoir Mendes, rapport de police, affaires classées. Elle lut page après page. La version officielle, un court-circuit dans le câblage de l'aile S. Un accident. Un tragique accident. Mais à la fin du rapport, dans la section « Interrogatoire des témoins », quelque chose attira son attention. Tous les employés travaillant au manoir avaient été interrogés. Parmi eux se trouvait un jardinier nommé Ricardo, renvoyé une semaine avant l'incendie pour ivresse et petit vol. Le rapport indiquait qu'il avait menacé la famille, disant qu'il allait danser. La police n'avait pas pu le retrouver pour un nouvel interrogatoire. Il avait disparu. L'affaire n'avait pas eu de suite, faute de preuves directes d'un incendie criminel. Un frisson glacial parcourut Carolina. Elle sortit un vieil album photo du personnel que lui avait montré Isabella. Elle trouva une photo des jardiniers. Le voici Ricardo, un homme d'âge mûr au visage maussade. Mais son regard fut attiré par une autre personne sur la même photo, un jeune homme qui se tenait à côté de Ricardo. Il s'appelait Miguel, il était l'aide-jardinier. Et lorsque ses yeux rencontrèrent son image sur la photo délavée, le cauchemar prit chair. C'était le visage du feu. Quand Isabella rentra, Carolina l'attendait, le dossier et l'album à la main. Après avoir écouté le récit confus de sa fille, Isabella devint blême. Pendant toutes ces années, elle s'était blâmée, avait blâmé le destin, un câblage défectueux. Il ne lui était jamais venu à l'esprit que la disparition de sa fille pouvait être le résultat d'un acte malveillant. Une fureur froide et aiguë remplaça des années de chagrin. « Nous le trouverons », dit fermement Isabella. Utilisant ses relations et ses ressources, elle engagea les meilleurs détectives privés. Il fallut 2 semaines pour retrouver la trace de Miguel. Il vivait sous un autre nom dans un quartier pauvre de la banlieue de Sao Paulo, à quelques kilomètres seulement de l'orphelinat où Carolina avait grandi. Il était maintenant un vieil homme aux cheveux gris, voûté, qui finissait ses jours dans la solitude. Isabella et Carolina se rendirent chez lui ensemble. Lorsque Miguel ouvrit la porte et vit devant lui la femme la plus puissante de la ville, et à côté d'elle, une jeune femme aux yeux perçants et aux pendentifs familiers autour du cou, il comprit tout. Il s'effondra à genoux sur le seuil de sa misérable cabane. Son récit, entrecoupé de sanglots, éclaira la tragédie de cette nuit-là. Ricardo était son frère aîné. Son renvoi l'avait brisé et, dans un accès d'ivresse, il avait convaincu son jeune frère de se venger, de provoquer un petit incendie pour effrayer les propriétaires. Mais le feu était instantanément devenu incontrôlable. Paniqué, Miguel s'était précipité dans la maison pour essayer de faire quelque chose et avait entendu des pleurs d'enfants. Il avait vu la petite Carolina dans son berceau, entourée de fumée. Il avait paniqué. Si la fillette mourait, on les accuserait de meurtre. Il l'avait saisie et s'était enfui. Il ne la sauvait pas, il se sauvait lui-même, emportant le seul témoin. Il avait abandonné l'enfant effrayé et brûlé à une gare routière dans la ville voisine en espérant qu'on la trouverait rapidement. Son frère et lui s'étaient enfuis, avaient en changé de nom et avaient vécu toute leur vie dans la peur et la misère. Ricardo était mort 10 ans plus tôt d'une cirrhose du foie, tourmenté par la culpabilité jusqu'à son dernier jour. Le silence s'installa dans la pièce, seulement troublé par les sanglots du vieil homme. Isabella le regardait, et dans ses yeux, il n'y avait pas de pitié, seulement de la glace. Mais Carolina, qui avait vu assez de douleur dans sa vie, s'approcha de Miguel. « À cause de vous, pendant 23 ans, je n'ai pas su qui j'étais, dit-elle doucement.
J'ai grandi seul. Mais grâce à vous, j'ai aussi appris à survivre. Je suis devenu ce que je suis. Je ne peux pas vous pardonner, mais je ne veux pas non plus que vous passiez le reste de votre vie en prison. Votre prison, c'est votre mémoire. Vivez avec elle. » Elles partirent, le laissant sangloter sur le sol. La vérité n'apporta pas de soulagement, mais elle apporta une conclusion. Les pages blanches de son passé étaient vendées remplies. L'histoire était maintenant complète. Quelques mois plus tard, Carolina se tenait sur la scène de la même salle où tout avait commencé. Mais maintenant, elle n'était plus une serveuse effrayée, mais une femme sûre d'elle, directrice de la fondation Réunion. Elle regardait la salle pleine de gens que sa fondation avait aidé à se retrouver, et son regard s'arrêta sur sa mère, assise au premier rang. « Nous pouvons être séparés par le feu, la distance ou la malveillance, disait Carolina, et sa voix résonnait dans la salle. On peut nous priver de notre nom, de notre foyer, de notre passé, mais il y a un fil qui ne peut être ni brûlé ni rompu. C'est le fil de l'espoir. Pour moi, ce fil était un petit cœur en argent. » Elle toucha le collier. « Il ne m'a pas seulement ramené à la maison. Il m'a aidé à trouver toute la vérité. Et cette vérité, aussi amère soit-elle, m'a rendu libre. Maintenant, je sais qui je suis. Je suis Camila Santos, qui a grandi dans un orphelinat et a appris la force. Et je suis Carolina Mendes, qui a retrouvé sa mère et a appris l'amour. Et je n'échangerai aucune partie de mon histoire. » La salle explosa en applaudissements. Isabella monta sur scène et serra sa fille dans ses bras. Et dans cette étreinte, il n'y avait pas seulement le bonheur des retrouvailles, mais aussi la paix d'une acceptation totale et inconditionnelle du passé. Elles avaient en toutes les deux survécu, et maintenant, elles étaient déjà prêtes à commencer leur vraie vie commune. Non pas à partir d'une page blanche, mais d'un nouveau chapitre, où tous les secrets avaient été révélés et tous les fantômes apaisés.